Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Tu as fait quoi le week-end? J'étais à des réunions de famille et puis aussi j'étais à une réunion syndicale. J'ai assisté à la présentation des statuts et règlements intérieurs de la nouvelle Fédération des travailleurs du Gabon, qui est une intersyndicale un peu à l'image. C'est quoi une intersyndicale? Une intersyndicale, c'est une association de syndicats. Bon, normalement, une intersyndicale, il faut que vous soyez dans la même filière, dans le même secteur d'activité. Mais la particularité de la FETRAC, c'est que en fait, c'est pas une intersyndicale, en fait, c'est une confédération. C'est beaucoup plus une confédération, puisqu'elle Donc permet... c'est plusieurs syndicats associés. C'est plusieurs syndicats de plusieurs filières ou secteurs d'activité différents qui s'associent. Un peu à l'image de la Fédération des entreprises du Gabon, où chaque entreprise vient directement s'affilier. Or, avant, pour s'affilier, pour qu'un travailleur puisse être membre d'une confédération, il fallait d'abord qu'il soit affilié à un syndicat, puis à une intersyndicale, puis à une confédération. Or, avec le système de la Fédération des travailleurs du Gabon, c'est chaque travailleur directement qui entre dans la fédération. D'accord? Et donc, la fédération crée des sections. On n'a plus besoin de créer un syndicat en réalité pour adhérer à la FETRAC. Il suffit d'être un salarié, tout simplement. Une fois qu'on est salarié, et donc on a droit à la protection syndicale qu'offre la Fédération des travailleurs. Et donc, tous les travailleurs pourront, s'ils veulent, rentrer dedans? Absolument. C'est ça la grande innovation. Et donc, ça va permettre à la fois de pouvoir peser sur les grands débats futurs qui vont bien entendu concerner notre pays. Notamment, on le voit déjà avec la mise en place, par exemple, du transfert vers la gestion par le secteur privé de la CNAMGS et de la CNSS. Il ne s'agit pas d'une privatisation comme on l'entend ici et là. Non, il s'agit de revoir le mode de composition du conseil d'administration, le mode de désignation des dirigeants de ces deux caisses-là. La recomposition du conseil d'administration, qui est l'organe d'orientation et de décision de ces organismes-là, sera désormais constitué uniquement des représentants des travailleurs et des entreprises. Avant, c'était une gestion tripartite. On avait l'État, on avait les entreprises et on avait les travailleurs. Et c'était l'État, en fait, qui avait à la fois un rôle de régulateur et un rôle de superviseur, parce que c'est l'État qui nommait les dirigeants, c'est l'État qui déterminait la feuille de route. Et en plus, on a vu ce que ça a donné, puisque les gens qui étaient désignés par l'État jusqu'à présent ne répondaient pas véritablement aux missions qui leur étaient assignées, et on a vu le résultat aujourd'hui. Donc il s'agit dans ce cadre-là, et c'est ce que a réaffirmé le gouvernement de transition et particulièrement le président de la transition, en décidant d'accorder un transfert vers le secteur privé de ces deux organismes-là, de revenir d'abord de ramener l'État à un rôle purement régalien, qui est celui de régulateur des organes de protection sociale, et derrière laisser la latitude aux deux acteurs majeurs de la protection sociale, que sont les entreprises et les salariés, d'être eux-mêmes les maîtres de leur destin. C'est comme ça que ça existe dans la plupart des caisses dans le monde. Donc, samedi, il y avait la présentation officielle des statuts et règlements intérieurs qui participent à la construction de cette fédération-là. Samedi, j'ai dîné avec des gens de la communauté rwandaise. Oui. Et puis, on a engagé le débat sur le M23. Et je leur ai dit que j'irai demander à Jean-Paul. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'abord? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit d'abord? Bon, ils m'ont dit en fait que... Bon, je provoquais, tu me connais, moi, je provoquais. J'ai pas vraiment des informations. Eux, ils m'ont dit en fait que le M23, c'est des gens qui vivent au Congo depuis et qui ne veulent pas être... qui vivent au Congo depuis, mais qui sont de la souche rwandaise, mais qui se sentent plus congolais que rwandais. Et ils ne veulent pas être... le gouvernement central ne veut pas les reconnaître en tant que tels. C'est un peu des deux. Ouais. Si tu veux, d'abord, il faut savoir que la question des... j'aime pas trop dire des rwandophones ou des... Non, il faut parler de la question des Tutsis et des Hutus congolais. Parce qu'il faut savoir que les frontières africaines, ce sont des frontières qui sont héritées de la colonisation, qui ne tenaient absolument pas compte des réalités socio-linguistiques
des localités. Uh-huh. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on a eu la frontière entre le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, il y a de part et d'autre de ces frontières-là des communautés qui vivent des deux côtés. Ça existe dans tous les pays d'Afrique. Au Gabon, on a les Fons au Cameroun, en Guinée équatoriale, on a des Téké au Congo, au Gabon, on a des comment dirais-je, des quotas au Gabon, au Congo. Donc ça, c'est une réalité. Le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, la chute de Mobutu en 97 et surtout le génocide. Je pense le génocide va être le facteur qui va déclencher ça, parce qu'avec le génocide des Tutsis en 1994, il va y avoir un très grand nombre de Hutus qui vont fuir le Rwanda lors de la guerre civile qui va suivre, lorsque Paul Kagame et son mouvement vont partir de l'Ouganda et prendre le pouvoir à Kigali. Il va y avoir à la fois des Hutus qui vont fuir, et ces Hutus qui vont fuir là vont aller se réfugier auprès d'autres Hutus qui vivent en RDC. Et à partir de là, il va aussi avoir des tensions entre des Tutsis congolais et qui étaient venus, bien entendu, soutenir les Tutsis rwandais contre ceux qui étaient les auteurs de ces génocides-là. À partir de là, si tu veux, la guerre civile qui avait commencé au Rwanda, qui avait été déclenchée par le génocide, va traverser les frontières et arriver en RDC. Donc après le génocide, il y a eu une guerre civile. Il y a eu une guerre civile. Maintenant, ce qui se passait, c'est que, premièrement, le Front populaire rwandais, le FPR, va reprocher à Mobutu, puisque l'armée congolaise va être incapable de ramener la paix et la sécurité, et surtout de mettre un terme aux exactions de ce qu'on appelle les Banyamulenge, donc les Hutus rwandais qui avaient fui le génocide, qui s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo et qui partaient de là-bas régulièrement pour mener des exactions, des tentatives de déstabilisation du nouveau gouvernement au Rwanda, du FPR. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, donc, les Rwandais vont décider eux-mêmes de ramener la sécurité. Et donc, ils vont soutenir l'Alliance des forces de libération du Congo, l'AFDL, de Laurent Désiré Kabila. Donc, Kagame et Museveni vont aider Laurent Désiré Kabila, qui en réalité était un vieux opposant à Mobutu, qui menait une activité agricole en Ouganda depuis des années. Il avait fui la RDC après la chute de Lumumba. Et donc, il vivait là-bas. Donc, c'est lui qu'on va aller prendre et qu'on va mettre à la tête de cette rébellion-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas, les Rwandais et les Ougandais ne pouvaient pas officiellement prendre la tête. Ce serait une forme d'invasion. Oui. Et ce serait une violation du droit international. Et donc, ils vont aider Laurent Désiré Kabila à reprendre le pouvoir. Et donc, à partir de là, quand Kabila prend le pouvoir en 1997, bien entendu, les Rwandais et les Ougandais attendaient une forme de retour de la part de Kabila. Un retour qui était sous une forme d'abord de sécurité à la frontière entre les trois pays, et puis aussi la possibilité d'accéder aux ressources du Congo. Mais ça, c'est une autre question. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, si tu veux, les vieux démons vont ressurgir. Déjà sous Mobutu, les populations Tutsi ou Hutu congolaises se sentaient plus ou moins marginalisées. D'accord ? Pas stigmatisées, elles se sentaient marginalisées. C'est-à-dire que vraiment le gouvernement central de Kinshasa ne s'intéressait pas à leur développement. Tout ce qui les intéressait, c'était l'exploitation des ressources minières abondantes qui étaient dans la zone. Après la chute de Mobutu, et l'arrivée de Laurent Désiré Kabila après la rébellion, il va y avoir donc l'émergence, si tu veux, de nouveaux groupes qui vont avoir pour objectif, puisque c'était toujours déstabilisé, d'abord de ramener la sécurité, et dans le même temps, ils vont, puisqu'il n'y avait plus d'État, à la chute de Mobutu, il n'y avait plus d'État dans cette zone-là, et c'est un peu l'anarchie qui s'était installée. Et donc, à partir de là, il va y avoir des groupes armés qui vont à la fois occuper le terrain. Alors, donc, parmi ces groupes armés, il y avait un certain nombre de Tutsis qui avaient fui le génocide, qui s'étaient installés, parce qu'on parle là de 97, qui s'étaient installés au Congo, qui se sentaient donc
congolais, et donc qui se voyaient plus ou moins stigmatisés au sein de l'armée nationale congolaise, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FARDC. À partir de là, il va y avoir donc des tensions et dans, si tu veux, l'insécurité généralisée. En quelque sorte, ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller et former un groupe armé. Un groupe armé parmi tant d'autres. Parce qu'on a souvent tendance à se focaliser sur le M23 dans cette région-là. Mais le M23 n'est pas seul. Parce que le M23 agit surtout au sud Kivu. Donc dans la zone de Bukavu, un peu au nord. Non, plutôt surtout au nord, pardon. Dans la région de Goma. C'est vraiment là où ils sont. Ils sont aussi un peu dans le sud, mais particulièrement au nord Kivu et autour de Goma, qui est le chef-lieu de cette province-là. Et donc, la particularité, c'est qu'à partir de 2009, donc le gouvernement de Kabila fils va donc décider de faire un grand pas. Au lieu de combattre ces groupes armés, il va essayer de trouver une solution politique pour essayer de ramener la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le 23 mars 2009, le gouvernement congolais donc, va signer un accord avec cette milice-là, qui est une milice composée de Tutsis congolais. Et donc, c'est en référence à cette date du 23 mars qu'on appelle ce mouvement, c'est autoproclamé M23. Et qu'est-ce qui les a poussés à la mutinerie en 2012? Alors, justement, en 2012, c'est parce que dans l'accord de 2009, il prévoyait notamment le désarmement, la démobilisation et la réintégration de ces forces-là au sein des forces armées des régulières. Parce que pour ces ministres-là, c'était des jeunes qui voulaient entrer dans l'armée congolaise, mais dont on leur refusait l'accès parce qu'on considérait qu'ils étaient Tutsis, donc qu'ils n'étaient pas congolais. D'accord? Et donc, ce sont ces jeunes-là qui ont pris les armes. Et donc, dans l'accord de 2009, il prévoyait qu'en échange de déposer les armes, il devait être une partie devait être réorientée, on devait leur apprendre un métier, et une autre partie, ceux qui voulaient vraiment intégrer les forces armées congolaises, ils pouvaient être remobilisés. Et donc, en 2012, il va y avoir une mutinerie. Cette mutinerie était due au fait que ces rebelles-là estimaient que, évidemment, l'accord n'était pas respecté par le gouvernement. Et donc, le M23, donc, ils vont commencer à s'éparpiller dans le nord Kivu. Ils vont notamment occuper une partie de Goma et une large bande de territoire aux alentours. Et donc, il va y avoir encore des discussions avec le gouvernement de Kinshasa. Malheureusement, ces discussions ne vont pas aboutir. Et là, le gouvernement va décider d'employer la force et ils vont déployer des blindés et des forces aéroportées. Donc, ce qui va faire qu'en décembre 2013, les rebelles du M23 vont être chassés même du territoire de la République démocratique du Congo. Ils vont se réfugier de l'autre côté, du côté du Rwanda. Et donc, à partir de là, entre 2013 et 2022, il n'y a que quelques exactions. D'accord, ils reviennent régulièrement, ils commettent des exactions, puis ils repartent. En fait, après, en 2013, on pensait avoir éradiqué le M23. En fait, ce n'était pas vrai. Le M23 avait fait un repli stratégique parce qu'évidemment, face à la puissance de feu des forces armées congolaises, et surtout, et ça on l'a appris plus tard, c'est-à-dire que le terrain des combats n'était pas adapté avec le type d'armement qui était en face. Quand vous avez en face de vous des blindés, vous avez des hélicoptères, des forces aériennes, vous avez une artillerie, et ben, en général, qu'est-ce que font les groupes armés? Et ben, ils se scindent en toutes petites unités. Et ces petites unités-là sont un peu autonomes. Et donc, elles parviennent ainsi à faire de la guérilla. Donc, faire une espèce de guerre zone par zone. Elles viennent, elles attaquent. L'avantage avec une toute petite unité, c'est qu'elles peuvent venir rapidement, elles peuvent frapper et repartir et disparaître. Donc, c'est de cette manière-là que régulièrement, on a accusé le M23 de commettre des exactions, notamment en janvier 2017, où on les a accusés d'avoir commis des actions dans le Rutshuru. En novembre 2021 aussi, on les a encore accusés d'avoir attaqué cette fois-ci des positions de l'armée, surtout dans ce même territoire-là. Et puis, à partir, mais là, c'était vraiment, ils attaquaient les populations civiles, pas vraiment les militaires.
Sauf que à partir après novembre 2021 et surtout les 28 et 29 mars de 2022, on va voir les M23 s'en prendre directement aux forces armées de la République démocratique du Congo. Si le pouvoir central les reconnaît comme des Congolais à part entière, ils vont cesser leur mouvement. Le problème, c'est que le Congo, le gouvernement de Félix Tshisekedi ne les reconnaît pas comme oui, c'est ça. Parce que c'est encore plus complexe. Tout dépend de la lecture que les gens font. Le Rwanda estime que le M23, c'est un mouvement congolais, constitué de Congolais. Et donc, le conflit, mouvement de Rwandais. Exactement. Le Congo estime que les combattants du M23 ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais qui, justement, sont là pour semer un peu, pour déstabiliser la région de l'Est de la République du Congo, pour pouvoir avoir accès directement à leurs ressources minières et autres. Donc tu vois que de ce point de vue, on a deux lectures. Et pour Félix Tshisekedi, il n'est donc pas acceptable de discuter avec des mouvements rebelles. Alors que pour le M23, eux, ils sont prêts à discuter parce que en octobre 2022, lorsqu'ils avaient vraiment repris de plus belle leurs actions sur le terrain, ils avaient dit, après avoir été contactés par les Nations Unies, ils avaient estimé qu'ils étaient prêts à un dialogue. Mais quelle est la position de Kagame? C'est quand même dans son territoire que les gars viennent se réfugier. Justement, le problème, c'est que comme ce sont des populations qui sont... ce sont les mêmes populations. Et ce sont des petits groupes. Ils évoluent par petits groupes, ils n'évoluent pas par des grands bataillons et tout ça. Non. Ils arrivent à se scinder dans la zone. Et puis, pour parler de l'Est de la République démocratique du Congo, il faut savoir que durant les 10 années où le M23 était plus ou moins en sommeil, il va y avoir l'émergence d'autres groupes armés. Ces groupes armés, maintenant, on ne sait plus véritablement si ce sont des groupes, parce que dans ces groupes armés, vous avez des groupes qui sont, semble-t-il, selon certains rapports de l'ONU, financés par Kigali, d'autres financés par l'Ouganda. On a aussi des groupes d'autodéfense, c'est-à-dire des Congolais qui se sont constitués en groupes armés pour se protéger face à ces groupes armés-là. Donc, du coup, et on a aussi, évidemment, et ça c'est propre à la géopolitique locale, c'est-à-dire qu'on a des personnalités politiques, que ce soit au nord ou au sud Kivu, qui sont affiliés à ces groupes armés-là. On estime que la plupart des hommes politiques de l'Est de la République démocratique du Congo ont au moins un lien avec un groupe armé, soit qu'ils financent, soit qu'ils sont même à leurs ordres pour leur permettre à la fois d'accéder aux ressources minières là. Parce qu'il faut savoir que pour exploiter les mines à l'est de la République démocratique du Congo, en raison du niveau hautement élevé de l'insécurité, les entreprises font appel à des groupes armés ou bien elles ont leur propre système d'autodéfense. Les populations ont leur système d'autodéfense. Les hommes d'affaires, les entrepreneurs locaux ont leurs groupes armés. Donc, il y a plein de personnes armées là-bas. Exactement. Et donc, c'est compliqué. Quand on dit qu'on veut régler la question de la sécurité dans l'Est de la République du Congo, c'est vrai que le M23, c'est celui dont on parle le plus parce que c'est celui dont le gouvernement central de Kinshasa focalise la plupart de ses actions parce qu'ils estiment que ce groupe-là est véritablement aux mains de Kigali et c'est le bras armé de Kigali en République démocratique du Congo. Mais dans les faits, le M23 n'est pas le seul groupe armé qu'il y a dans la zone. Il y en a toute une multitude. Et c'est ce qui rend extrêmement difficile en réalité la recherche d'une solution politique pour amener la paix. Parce que même si, que ce soit Tshisekedi ou un éventuel successeur à Tshisekedi, par exemple Denis Mukwege, qui avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, qui lui est originaire du Nord Kivu, qui est originaire du Sud Kivu, à Bukavu. Donc lui, quelle est sa position? Sa position est normalement contre les groupes armés, puisqu'il faut savoir que son hôpital qui est situé en périphérie de Bukavu, il fait régulièrement l'objet d'attaques de groupes armés et c'est la raison pour laquelle cet hôpital même est placé sous la protection des Nations Unies. Ce sont les casques bleus qui protègent le site. Maintenant, lui, on le sait, il est contre les groupes armés, mais est-ce pour autant que
maintenant, d'un point de vue politique, il aura la capacité de pouvoir fédérer tous les Congolais autour de sa candidature. Je ne le pense pas. Parce que c'est quelqu'un, bien qu'il ait une célébrité, une notoriété internationale, mais c'est surtout une notoriété qui est, d'un point de vue intra-congolaise, qui est surtout focalisée dans la région de l'Est de la République du Congo et qui est amplifiée, si tu veux, par les Occidentaux dans la question des droits des femmes, dans la question des viols, des violences faites aux femmes, et particulièrement pour lesquelles les Occidentaux sont particulièrement sensibles. Donc, c'est ce qui lui donne un rayonnement international. Mais d'un point de vue intérieur en RDC, je ne pense pas qu'il ait la capacité de pouvoir fédérer l'ensemble des Congolais derrière sa candidature, tant son offre politique n'est que, pour l'essentiel, liée aux questions des droits de l'homme et des droits humains. Or, les questions des populations, des questions de sécurité, des questions de pauvreté, des questions de corruption, sont des questions qui concernent le plus, enfin pour lesquels les Congolais se sentent le plus concernés. Donc, c'est le M23, c'est un acteur politique local dans l'Est de la République du Congo comme d'autres, même si il focalise, ses actions sont amplifiées par le fait que d'un côté, on a le gouvernement congolais qui accuse ce mouvement-là d'être le bras armé de Kigali, alors que globalement, le niveau d'insécurité n'est pas le fait uniquement du M23, mais de toute une pléiade de groupes armés qui se sont formés au fur et à mesure de la dégradation de la situation sécuritaire qui date depuis la chute de Mobutu en 1997. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans Luda Fresh Morning, on va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.